Bonjour, nous sommes aujourd'hui le vendredi 24 avril 2026. J'ai eu ma dernière vidéo que j'ai dit envoyée à différents compatriotes et j'ai reçu plusieurs questions par rapport à ma dernière intervention. Ma dernière intervention était structurée sur 5 points. Sur le préambule, rectifier l'ADN juridique de la République démocratique du Congo. Le deuxième thème était structuré sur le paradoxe de Berlin, le malentendu originel de 1860 jusqu'en 2006. Et le troisième était le régime spécial et le système tripartite. Et le quatrième point était la solution qui est l'acte contraire. Qu'est-ce que cet acte contraire? C'est la constitution des États-Unis du bassin du Congo. Et ma conclusion, où je faisais appel à la science juridique. Bonjour, chers compatriotes. C'est votre serviteur Kasongo Maloba Dickens, président du parti politique qui s'appelle Espace Congo et coordinateur des États-Unis du bassin du Congo. Voici les questions et réponses stratégiques classées par thème qui m'ont été posées. La première thématique sur laquelle j'ai reçu des questions, c'était sur la théorie de la continuité de l'État. Un compatriote m'a posé la question: pourquoi soutenez-vous que le Congo n'est pas un État né en 1960, contrairement à ses voisins? Une excellente question. Ma réponse est: parce que la République démocratique du Congo puise son origine juridique dans un acte international conventionnel, qui est l'acte général de Berlin de 1885, alors que d'autres colonies étaient des territoires sans maître ou conquis. Le Congo a été reconnu d'emblée comme un État souverain, État indépendant du Congo, doté d'un régime international spécifique. 1960 n'est pas donc une naissance, mais une libération d'un État de fait colonial. Voilà ma réponse à cette question. La deuxième question qui m'a été posée par un compatriote me dit: qu'entendez-vous par l'expression colonisation de facto et non de jure? Ma réponse est: je soutiens qu'en droit de jure, la Belgique n'a pas reçu un transfert total de souveraineté, mais seulement une compétence d'administration. Le roi Léopold II ne possédait qu'une mission de gestion déléguée par les puissances de Berlin. Il ne pouvait pas transmettre plus de droits qu'il en avait lui-même. La colonisation était une réalité pratique, mais juridiquement contestable au regard des textes de 1885. La troisième question qui m'a été posée est: les participants m'ont interrogé sur la perte des souverainetés liées à ces partenariats. J'ai dit ceci: la souveraineté ne s'exerce pas dans l'isolement, mais dans le respect des engagements qui garantissent la reconnaissance internationale. J'aimerais vous rappeler, dans ma dernière vidéo de cette semaine, les régimes spéciaux et les systèmes tripartites. La stabilité du Congo repose historiquement sur un trépied dont la rupture produit mécaniquement la faillite.
premier point, c'est l'autorité de l'État, garant de l'ordre. Le deuxième, c'est les droits de regard des puissances étrangères. Et le troisième, c'est la liberté des opérateurs économiques, moteurs de l'extraction. Rappelez-vous de la zaïrianisation, quand Mobutu a mis sur pied cette action, cela a été interprété par le système international comme une violation du pacte de 1885, déclenchant des mécanismes de rappel, guerre, sanctions, pour restaurer le régime de la porte ouverte. La quatrième question qui m'a été posée, on me dit, vous rejetez la théorie de la table rase de 1960. N'est-ce pas dangereux pour la souveraineté actuelle? Ma réponse est, au contraire, c'est une protection. Reconnaître la continuité permet de revendiquer les droits historiques et de stabiliser les frontières. La table rase crée un vide juridique, tandis que la continuité impose le respect des engagements internationaux qui protègent l'intégrité du territoire face aux convoitises. Ma conclusion, l'appel à la science juridique. En ce mois d'avril 2026, alors que la Troisième République s'interroge sur son avenir, mon analyse démontre que tout changement constitutionnel sera vain s'il ne solde pas les comptes avec 1885. Le salut du Congo ne viendra pas de la force brute, mais de la science juridique mise au service du patriotisme. La constitution des États-Unis du bassin du Congo que j'ai vulgarisée est le matériel qui permet de filtrer juridiquement le Congo de son statut du territoire objet pour en faire un sujet de droit international puissant et stable. En résumé, nous sommes dans la 20e année de la Troisième République. J'ai reçu un compatriote un message par mon téléphone. Il me parle que la prochaine législature, nous allons entrer dans la 6e République. Non, nous sommes dans la 20e année de la Troisième République. Mon travail sur les États-Unis du bassin du Congo propose justement de comprendre pourquoi, malgré ce changement de régime, les crises de souveraineté persistent. Le projet de constitution des États-Unis du bassin du Congo n'est pas une simple loi, c'est un instrument de l'acte contraire. En s'appuyant sur l'article 1, qui est la mutation, l'article 9, l'équilibre financier, elle transforme le paradoxe de Berlin à une opportunité de puissance, faisant du Congo le sujet de son propre droit et non plus l'objet des traités d'autrui. Le Congo est une idée juridique avant d'être une réalité géographique. Le stabiliser, c'est enfin aligner son droit sur son histoire. Je vous remercie.